Un type qui invente une machine à voyager dans le turfu, un autre type qui explore une île bizarre avec des habitants chelous, un roman vieux de 400 ans, une Amérique sale et corrompue, et enfin, la fin du monde. Alors qu'est-ce qu'on a lu en juillet? D'ailleurs, ça faisait longtemps, comment vous allez? Encore une fois, merci beaucoup, ma dernière vidéo a particulièrement bien marché. Je pense que l'algorithme a détecté que j'avais passé les 100 abonnés, ou me met plus en avant. Mais c'est grâce à vous surtout, donc merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on a lu? On a lu La machine à explorer le temps, qui est un roman écrit par Herbert George Wells, et c'est publié en 1895 au Royaume-Uni et 3 ans plus tard en France grâce à Mercure de France, l'éditeur. Voilà. Toi-même tu sais ou non que je suis un grand fan de science-fiction et donc il fallait nécessairement que je passe par mes classiques. Dans la vidéo précédente, j'ai prétendu que Arthur C. Clarke et Isaac Asimov étaient les pères de la science-fiction moderne, et bah là on a tout simplement le bisaïeul, le gars à l'origine de tout quoi. Invasion extraterrestre, expérimentation animale et humaine, homme invisible et enfin voyage dans le temps. L'auteur a marché pour que les autres puissent courir. D'ailleurs, pour l'anecdote, il y a une adaptation cinématographique de La machine à explorer le temps qui a été réalisée par son arrière-petit-fils. Apparemment, le film est pas très bon, je l'ai pas vu, mais je trouve l'anecdote cool. La machine à explorer le temps, ça commence alors qu'il y a 5-6 bourgeois qui discutent ensemble de philosophie. Ils ont pas tous un nom, il y en a qui sont catégorisés par leur fonction. Et là, il y a un type charismatique et ingénieux qui aborde le sujet du voyage dans le temps dans la conversation, et puis il leur dit que c'est possible. Donc les gentlemen, ils demandent une preuve. Alors feu, il y va. Il décide d'aller leur apporter cette preuve et il active sa machine et il arrive dans les années 800 000. De là, il va perdre les clés de sa machine et donc il va devoir explorer cette Angleterre qu'il ne connaît pas. Il va rencontrer en fait les descendants de l'humanité, un peuple petit là qui ressemble à des enfants qui sont fragiles et naïfs, voire débiles, mais solaires. Et il va aussi avoir connaissance d'une autre espèce, descendante des hommes, un peu moins sympa. Et alors qu'est-ce qu'on pense de La machine à remonter le temps? Et c'est vraiment pas mal. Le roman il est écrit du point de vue d'un gentilhomme qui témoigne du récit du voyageur. En fait, c'est un procédé narratif efficace pour entretenir le mystère autour du voyageur et de son passage dans le futur. Du moins dans l'introduction et dans la conclusion du récit. Ce narrateur, il s'efface quand le voyageur raconte son histoire et donc témoigne concrètement de ce qu'il allait faire dans le futur. Cette partie elle-même, elle est efficace, tu vois, l'exploration du futur, les mystères qu'on doit résoudre et les questions que se pose le voyageur. Le bouquin, il fait 130 pages et on perd pas une minute, quoi. Le rythme est très bon. La fin, elle est parfaite, même si elle est pas du tout satisfaisante. Seul bémol, en fait, c'est difficile de croire qu'il restera quoi que ce soit sur la planète Terre en 800 000. Je crois que l'auteur il allait beaucoup trop loin dans son imagination. Genre 8000 c'était assez quoi. Et je voulais continuer avec H.G. Wells et donc j'ai lu L'île du Docteur Moreau. C'était le dernier de ces grands classiques que je m'étais noté. J'avais déjà lu L'homme invisible, j'avais déjà lu La guerre des mondes. Je venais de finir La machine à explorer le temps et il me restait plus celui-là, même si je sais qu'il a écrit beaucoup d'autres trucs. Donc je me suis immédiatement lancé dans L'île du Docteur Moreau qui est publié en 1896, donc un an plus tard au Royaume-Uni. Contemporain de Jules Verne, l'auteur britannique a longtemps été comparé à l'auteur français, tous les deux spécialistes de la science-fiction. Pendant, H.G. Wells, il refusera ce titre honorifique de Jules Verne anglais. En effet, il considère que lui-même est un auteur d'imagination et que Jules Verne est un auteur d'anticipation. C'est là qu'il fait la différence et qui se considère comme incomparable. Et si on doit choisir, je préfère H.G. Wells, qui est plus proche de ce que j'apprécie dans la science-fiction, avec des personnages qui sont moralement beaucoup plus subtils. L'île du Docteur Moreau, ça s'ouvre avec le personnage d'Edward Pendrick, qui est l'unique survivant d'un naufrage maritime et il est sauvé par le mystérieux Montgomery qui va l'accueillir sur son bateau. Et sur le bateau de Montgomery, en fait, il y a plein d'animaux tropicaux, exotiques, et il s'avère que Montgomery, c'est l'assistant du très sombre et très controversé Docteur Moreau. C'est un scientifique qui était réputé et qui est désapprouvé pour ses expériences cheloues et les animaux qu'il amène, en fait, c'est pour faire des expériences dessus, des expériences de vivisection. Il dissèque alors qu'il est encore en vie pour observer comment ça fonctionne, et de transfusion sanguine. Il s'avère qu'il a un souhait, c'est transformer ces animaux en humanoïdes. Et alors quoi? J'ai autant aimé que La machine à explorer le temps, mais pour des raisons assez différentes. Le récit de L'île du Docteur Moreau est bien plus sombre, bien plus ancré dans une certaine réalité. Même si je trouve que narrativement il est pas très bon, en particulier parce qu'il y a un énorme creux dans le rythme du récit, au milieu de roman, même si le truc fait 170 pages, mais l'histoire se démarque vraiment par ses thématiques. J'ai vu une grande réflexion autour de la vie animale et du respect qu'on lui doit. Les expériences du Docteur Moreau, ces animaux humanoïdes qui sont des monstruosités en fait. Par ce biais, H.G. Wells nous fait comprendre tout le respect qu'on doit avoir pour la vie animale. Même si le récit est mou en milieu de roman, il y a quand même des choix narratifs ultra pertinents, surtout vis-à-vis des personnages. Ensuite, on a lu L'ingénieux Hidalgo Don Quijote de la Mancha. C'est écrit par Miguel de Cervantes et c'est publié en 1605. Il y a 418 ans quoi. Voilà, 418 ans. C'est sans conteste le plus vieux roman que j'ai jamais lu. Vous le savez ou non, j'ai fait des études de littérature et j'ai pas été super attentif
inventif, mais on nous a parlé de ouf de ce bouquin. Et apparemment, c'est le premier roman moderne de l'histoire, de la littérature, peu importe ce que ça veut dire, grâce à des procédés narratifs novateurs pour l'époque. Donc c'est un grand classique dans tous les sens du terme, et chef-d'œuvre précurseur que je me suis longtemps refusé de lire parce que je considérais pas avoir assez de culture littéraire pour ça, et donc pas l'apprécier à sa juste valeur. Sauf qu'à un moment donné, il faut y aller, et donc j'y suis allé. Il y aura une seconde partie de ce roman-là, publié 10 ans plus tard, en 1615, et dont on parlera un jour, je suppose. Donc l'ingénieux Hidalgo Don Quijote de la Mancha, c'est l'histoire du personnage nommé. Au départ, c'est un noble espagnol qui est riche et qui a rien d'autre à faire que de lire des bouquins. Et ce qu'il préfère lire, c'est des romans de chevalerie. Il en lit tellement qu'il se perd, considère que c'est la réalité, décide de partir en errance en fait, être un chevalier errant, qui voyage en Espagne, sauver la veuve et l'orphelin. Et il se chauffe tellement qu'il prend une vieille mule, considère comme un très bon cheval, prend une vieille armure rouillée, une épée et puis feu quoi. Sauf que en fait, les romans de chevalerie, c'est un genre tombé en désuétude, et que Don Quijote prend ses désirs pour des réalités, et il va rencontrer tout un tas de personnages qui vont se foutre de sa gueule, qui vont bien jouer de lui et se moquer. Et alors, qu'est-ce qu'on pense du premier roman moderne de la littérature, de ce classique fondateur? J'ai toujours l'impression de pas avoir les connaissances nécessaires pour l'apprécier à sa juste valeur, mais j'ai apprécié le roman, donc je m'en veux pas trop. Déjà, petit détail narratif que j'apprécie vraiment, c'est que y a un espèce de faux mystère autour de l'écrivain du bouquin. Miguel de Cervantes, il prétend que c'est pas lui, qu'il reconstitue des morceaux de manuscrits, et ça franchement c'est charmé. Ensuite, l'histoire en tant que telle, elle est top dans sa première partie. Don Quijote qui explore l'Espagne, qui explore sa région, et il se fait des illusions. Par exemple, il prend des moulins avant pour des géants et il se tape avec. Il prend des prisonniers pour des réprimés et du coup il les libère contre l'ordre du roi. Il prend des religieux en tenue blanche là pour des fantômes et il cherche à les fracasser. Donc c'est charmé, tu vois, c'est assez marrant. Sauf que ça perd rapidement son souffle. L'auteur il part très vite dans une autre direction pour se concentrer sur des personnages assez communs qui vont raconter leur histoire. Voilà, ils témoignent de leur vie. Moins ouf. On regrette aussi le fait que Don Quijote, il continue à macérer dans sa folie, il en sort pas. On lira la seconde partie avec plaisir. On a lu American Death Trip de James Ellroy. C'est publié en France en 2001 par la maison d'édition Payot et Rivage. Le titre originel c'est The Cold 6000, et je comprends pas trop le choix de traduction français parce que tu gardes un titre anglais mais qui est pas le titre anglais. Bref, passons. C'est le second tome de la trilogie USA Underworld qui avait débuté en 1995 avec American Tabloid et qui se conclut en 2010 avec Underworld USA. Donc cette trilogie, elle passe au microscope tous les grands événements de l'histoire des États-Unis entre 58 et 72, en nous montrant les coulisses du pouvoir, en particulier les liens entre mafia, politique, FBI, voilà. Ascension des Kennedy, guerre froide, guerre du Vietnam, la baie des cochons, ségrégation, lutte pour les droits civiques, on passe partout, on voit tout. Et donc, en tant que deuxième tome d'une trilogie, American Death Trip se déroule entre les années 63 et 68, donc entre l'année où John Fitzgerald Kennedy se fait assassiner et l'année où Martin Luther King se fait assassiner. Dans ce contexte, on a le point de vue de trois personnages qui vont vivre et vont nous faire vivre les événements. On aura Pete Bondurant, l'homme à tout faire de la mafia, et qui était déjà dans le premier tome. On aura Ward Little, qui était lui aussi présent dans le tome précédent, qui était membre du FBI et qui est devenu avocat de la mafia. Et on aura un petit nouveau, Tedro Jr., qui est un flic qui est envoyé à Las Vegas avec $6000 pour tuer un Afro-Américain. Et il a assisté au meurtre de John Fitzgerald Kennedy, qui l'a secoué. Et donc toute l'équipe ils vont comploter pour s'enrichir, pour assouvir des passions, pour survivre. Mais alors, qu'est-ce qu'on en pense de ce bouquin? Difficile pour moi de me positionner parce qu'il y a du positif, mais il y a aussi pas mal de négatif. Pour le positif, les personnages principaux sont superbement écrits, les personnages secondaires aussi, tout en subtilité et en nuance. Ils sont pas foncièrement mauvais ni foncièrement bons, et c'est vraiment agréable. Leur moralité, leur point de vue, les questionnements qui se posent sont complexes, sauf que le roman, plombé par un bordel constant. Dallas, Los Angeles, Las Vegas, la Floride, le Vietnam, le Laos, on va partout, on se perd partout quoi, et on va nulle part. C'est tellement le bazar que j'ai oublié ce que les personnages principaux font. C'est une grosse brique de 950 pages, et quand c'est pas structuré, c'est dur à suivre. Ça complote à tout va, ça se trahit, ça se tire dessus, dans un chaos bouillant tout du long. C'est vraiment une lecture épuisante. Et on va quand même lire le troisième tome pour conclure la trilogie. Pour finir, on a lu La Terre demeure de George R. Stewart. C'est publié en 1949 aux States. La première traduction en France arrive un an plus tard, sous le titre Le pont sur l'abîme, qui a rien à voir.
sort grâce à Hachette, pourquoi pas. Il faut attendre la seconde édition par Robert Laffont pour avoir La Terre demeure, qui est une traduction plus fidèle. Son roman post-apocalyptique La Terre demeure, c'est son travail le plus connu. Il a remporté le premier International Fantasy Award, qui par la suite récompensera tout bonnement Le Seigneur des Anneaux. La Terre demeure, c'est un bouquin qui va inspirer Stephen King pour son diptyque Le Fléau, un de ses best-sellers les plus connus et les plus appréciés. Son Seigneur des Anneaux personnel, dont on a parlé dans ma vidéo dédiée au maître de l'horreur, que je vous remets là-haut ou là-haut. Le Fléau du King repose sur le même principe que La Terre demeure de George R. Stewart, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de super grippe qui tue 99,9% de la population, laissant les survivants éparpillés sur une planète dans laquelle la nature reprend ses droits. Le roman débute avec le personnage de Ish, qui est un étudiant en géographie, qui a décidé de s'isoler pour écrire une thèse. Et donc il se fait mordre par un serpent, il tombe dans une espèce de coma chelou. À son réveil, il s'aperçoit qu'il n'y a plus personne, et il va explorer, se rendant rapidement compte que tout le monde est mort. Donc il va sillonner les États-Unis à la recherche de survivants et fonder une nouvelle civilisation sur cette terre, sur les bases de la civilisation précédente. Bah alors qu'est-ce qu'on en pense? La Terre demeure? Et bah immédiatement un peu déçu en fermant le bouquin, un peu plus satisfait avec du recul. En fait le récit est découpé en 3 parties. La première partie, donc c'est Ish qui sillonne les États-Unis à la recherche de survivants. La seconde partie, c'est Ish dans la fleur de l'âge à 40 ans, alors qu'il vit dans sa tribu. Et dans la dernière partie, c'est un vieillard. C'est pas un personnage principal agréable à suivre. Dans les 2/3 du roman, c'est un gars qui est condescendant, méprisant, qui se considère comme le seul intellectuel du groupe et qui est vraiment pas cool avec les autres quoi, en tant que cerveau. Et bah du coup c'est un gros relou. Le bouquin en fait c'est son témoignage, on a que son point de vue à lui. Mis à part ce personnage, bah, c'est un roman assez superbe. C'est un témoignage de la fin d'une civilisation, du début d'une autre, et même si le personnage principal ne fout rien, est très inactif, son témoignage est vraiment marquant, et c'est un témoignage du temps qui passe, de la nature qui reprend ses droits. C'est un roman philosophique sur l'après, sur ce qu'on laisse aux générations suivantes, et c'est ma recommandation du mois, même si je suis pas hyper satisfait de mes lectures du mois de juillet. Voilà, on a fait le tour de ce que j'ai lu en juillet. Toi de ton côté, est-ce qu'il y a un roman que t'as lu qui t'a particulièrement marqué en juillet, ou qui t'a grave déçu? J'aime bien aussi les romans nuls. Merci pour votre écoute, n'hésitez pas à lâcher un like, n'hésitez pas non plus à me rejoindre sur TikTok ou Instagram. Le mois prochain, on va parler d'un train qui est bien en colère. On va parler encore de la fin du monde, mais cette fois-ci c'est du sable. On va parler d'une petite fille qui fout le feu, on va lire le 3e tome de Kenzie et Gennaro, et enfin on va parler du retour de Don Benvenuto. À la prochaine!